Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, on va tester le HP Reverb G2. Allez, on ouvre tout de suite la boîte. À l'intérieur, je vais retrouver mon casque dans un petit sac de protection. Et sous le petit sac avec le casque, on va retrouver les contrôleurs, mais aussi tout ce qui va être câble à l'intérieur de cette petite boîte. Les contrôleurs, ils ressemblent à ça. Clairement, si je compare, ça ressemble quand même vachement à des Oculus Touch. Regardez un petit peu, on est quasiment sur le même modèle en termes de boutons. On a simplement ici un bouton Windows en plus qui nous permettra d'accéder au menu Windows MR. On retrouve sur les côtés le petit grappe et puis bien évidemment les gâchettes à l'arrière. Les contrôleurs sont surplombés d'une auréole qui vont contenir tout un tas de LED qui vont permettre de les repérer avec les caméras frontales du casque dans l'espace. Ils s'ouvrent sur les côtés avec une petite trappe comme les Oculus Touch et dedans on va y retrouver non pas une mais deux piles AA. Sur la prise en main, ça me semble pas mal, hein. On a effectivement une sensation assez similaire de la prise en main d'un Oculus Touch, mais par contre, petite remarque, j'ai l'impression de devoir quand même aller chercher assez loin le bouton Y avec mon pouce. Je suis pas sûr que ce soit super agréable à la longue si on est amené à l'utiliser fréquemment dans un jeu. Côté câble, on trouve un câble qui va permettre de relier bien évidemment le casque à l'ordinateur puisque c'est un casque filaire, ce n'est pas un casque autonome. Le câble mesure 6 mètres. D'un côté, on trouve la connectique qui va aller se brancher sur le casque, de l'autre, du DisplayPort et de l'USB-C. HP fournit un petit connecteur USB-C vers USB 3, ça permettra à ceux qui n'ont pas forcément de port USB-C sur leur ordinateur de pouvoir profiter du casque. Bon, c'est toujours appréciable, un jeu de piles est fourni avec le casque. Et HP fournit également avec le casque un adaptateur DisplayPort vers du mini DisplayPort. Ça peut être pratique par exemple pour jouer sur un PC portable. Important de le souligner, le casque ne sera pas auto-alimenté par le port USB. Vous le voyez ici, il y a un petit trou sur lequel va venir se brancher une alimentation qui va donc se connecter électriquement. Le casque, il ressemble à ça. Devant, on trouve deux caméras frontales qui vont permettre la détection des mouvements, mais aussi sur les côtés pour positionner le casque dans l'espace, éventuellement capter les contrôleurs quand ils passent sur les côtés du visage. D'un point de vue esthétique, je le trouve plutôt joli. Il paraît moins imposant en réel que sur les photos. La sangle a l'air de qualité et les écouteurs, comme vous pouvez le remarquer, on est sur un système similaire à celui du Valve Index, c'est-à-dire des écouteurs qui vont non pas se coller aux oreilles, mais flotter légèrement au-dessus. Et vous pourrez même régler verticalement la position de vos écouteurs par rapport à la position de vos oreilles. A l'intérieur, on trouve un petit capteur de présence ainsi que des lentilles Fresnel. On a visiblement deux petites entrées micro, donc ça peut être sympa pour profiter d'une bonne expérience sonore quand on joue par exemple en multijoueur ou en social. On testera ça tout à l'heure. On a ici un petit réglage de l'intervalle pupillaire, ce qui va permettre de régler la position des lentilles en fonction de votre morphologie. À l'arrière, on a un petit passe-câble, ça peut être pratique aussi pour emmener le câble à l'arrière pendant qu'on joue. Sur votre tête, vous pourrez serrer plus ou moins la sangle grâce à des velcro au-dessus, ici, et bien évidemment sur les côtés. Il y en a beaucoup qui m'avaient posé la question, bien évidemment, on va pouvoir ici retirer la mousse frontale pour pouvoir la laver par exemple, ou bien la remplacer par une autre mousse. Ce qui va nous permettre d'accéder à la connectique, c'est ici qu'on va brancher le câble sur son casque. Et avant d'attaquer les tests en laboratoire, je rappelle 2-3 caractéristiques techniques du casque. Ses particularités sont surtout d'avoir de meilleures lentilles que le précédent modèle, l'écran le mieux défini du marché grand public avec 2160 par 2160 pixels par œil. Le casque comprend également une paire d'écouteurs que nous avions particulièrement appréciés sur le Valve Index. Et je le rappelle, ce casque est un casque destiné à la réalité virtuelle sur PC, qu'il tourne sous Windows MR et qu'il est filaire. Voilà, vous savez à présent tout sur ce casque, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Non, bien évidemment, je déconne et comptez sur moi pour essayer de répondre à toutes vos questions sur ce nouveau casque de réalité virtuelle. Et pour ça, on va commencer par aller le comparer aux anciens casques dans l'ancien laboratoire. Oui, l'ancien, car il y a encore 2-3 tests que j'ai pas encore convertis dans le nouveau, mais ça ne saurait tarder. Et dans le nouveau, vous allez voir qu'il y a quand même quelques nouveaux tests qui sont sympas. Je commence donc par cette séquence ici sur les couleurs. On va parler tout de suite de la qualité de cette image très détaillée. Et je peux vous le dire tout de suite, effet waouh, parce que cette image est super nette contrairement à d'habitude. Ici, les branches des arbres sont ultra détaillées, il n'y a pas du tout d'aliasing, ou très peu, ou vraiment très peu. On n'a pas du tout de screen door non plus, ou encore une fois vraiment très peu, ça serait vous mentir de vous dire qu'on ne voit absolument pas, mais il faut vraiment se concentrer sur la grille pour l'apercevoir. On n'a quasiment plus aucun screen door effect de grille avec ces dalles. Côté couleur, bien évidemment, on n'est pas sur une dalle OLED, donc qui dit pas de dalle OLED dit moins de contraste, dit des couleurs moins vives,
mais les couleurs ont l'air plutôt bien reproduites, assez naturelles. Elles sont assez lumineuses, assez contrastées. Pour du LCD, c'est quand même d'assez bonne qualité. Côté contraste, même constat, hein, bien évidemment. On a très peu de contraste sur les limites. Hein. Là, mes deux bandes noires se mêlent quasiment complètement. Pareil sur les deux dernières bandes blanches. Mais je vous rassure, c'est au niveau de ce qui se fait dans la plupart des autres casques de réalité virtuelle. Il n'y aura pas de grande différence à ce niveau-là. Je profite d'être dans le coin pour tester le glare. Donc le glare, c'est ces fameuses fuites lumineuses, des rayons lumineux qui traversent les lentilles, qui sont liés à la technologie employée. Cette technologie Fresnel avec ces fameuses auréoles au milieu des lentilles qui vont diffuser la lumière et donc faire des effets comme des halos lumineux qui peuvent parfois être gênants pour la vue. Donc moins on en a, mieux on se porte. Ici, il y en a un peu, forcément, on est sur cette technologie-là. L'avantage, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, l'écran n'est pas ultra contrasté non plus. C'est un effet, paradoxalement, qui est encore plus présent sur les dalles très contrastées, comme dans le premier Quest, par exemple. Et donc là, on se retrouve dans la moyenne, on va dire. C'est visible, mais c'est pas plus gênant que ça. On remarquera aussi qu'on n'a pas ces fuites lumineuses sur les côtés qu'on avait pu avoir sur le Valve Index, donc c'est vraiment concentré au niveau des zones éclairantes et du coup c'est un petit peu moins gênant. Les lentilles d'ailleurs globalement sont de bonne qualité, hein. On n'observe bien évidemment pas de déformation sur le champ de vision. Le point de netteté est assez facile à trouver quand on met le casque sur la tête, il est assez large en tout cas pour que ce soit confortable, mais attention car personnellement j'ai noté que dans les jeux assez actifs j'avais le casque qui bougeait un petit peu, j'ai du mal à le régler pour qu'il me tienne bien sur la tête et dès qu'il bouge un peu on se retrouve avec une vision qui se retrouve vite sur les périphéries des lentilles et là ça se dégrade très rapidement. Donc dans la plupart des usages ça sera top, mais attention dans les jeux actifs ça peut vite devenir un petit peu gênant, ça fera partie peut-être des points négatifs de ce casque. Allez, je profite de mon test qui va me mettre la tête en vrac encore sur les performances. Normalement, le casque tourne à 90 images par seconde. Dans cette séquence, je le mets au taquet avec des effets très volumétriques et pas mal de particules. Et donc, je tombe à 35-40 images par seconde. C'est un peu plus faible que ce que je trouve sur les autres casques. Hein. Bien évidemment, la définition est plus poussée, donc il est plus gourmand. Notez quand même pour l'anecdote que j'ai pu faire tourner le casque dans d'assez bonnes conditions sur une 1070 sur un ordinateur portable. Donc, si on n'est pas trop exigeant sur les jeux qu'on fait tourner, ça passe plutôt bien. Maintenant, oubliez de faire tourner sur ce genre de configuration du Assetto Corsa ou du Star Wars Squadron ou encore du DCS. Même sur ma 2080 Ti, j'ai dû tout mettre au minimum quasiment pour arriver à faire tourner les jeux avec la définition native. Parce que si vous faites pas ça, vous avez la reprojection qui s'active. La reprojection, c'est une espèce de système de compensation qui vient ajouter les images manquantes dans le casque pour que ça reste, somme toute, assez fluide. Perso, j'ai trouvé que ça marchait vraiment pas terrible sur les casques Windows MR, en tout cas sur celui-ci. Et donc ça donne vite mal au crâne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais changer tout de suite quand le casque ne tourne plus à ces 90 images par seconde. Donc je vous conseille fortement d'éviter de passer sous cette jauge des 90 images par seconde et de trouver le bon niveau graphique qui vous permet d'y rester. Et on passe donc dans le nouveau laboratoire que vous devez connaître à présent. Côté test de fluidité, je le rappelle, on est à 90 images par seconde, donc rien de surprenant. On est sur le même niveau qu'un Oculus Quest, donc un peu inférieur qu'un Valve Index, mais au-dessus d'un Rift S, donc une fluidité correcte pour un casque de réalité virtuelle. Pas dans le haut du panier, mais tout à fait correct. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'un des nouveaux tests. Par quoi on commence? La netteté ou le FOV? Allez, on va faire le FOV en premier. Pour le FOV, c'est-à-dire le champ de vision, c'est-à-dire à partir de quel moment je perçois des bandes noires sur mon champ de vision, j'ai voulu un test beaucoup plus précis, donc il est beaucoup moins flatteur pour la rétine, mais beaucoup plus efficace. J'ai des petits points en face de moi et je vais pouvoir comme ça les décaler. L'idée, c'est que je mesure mon champ de vision à chaque fois que je les décale et je vais les décaler jusqu'au moment où ils vont disparaître. Je prends la mesure et ce sera le champ de vision observé que je pourrai comparer avec tous les autres casques. Et là, je suis assez précis puisque je sais à 1-2 degrés près à quel moment précisément les points disparaissent. Et donc, sur ce Reverb G2, je suis très exactement à 100 degrés de champ de vision horizontal. Pareil pour la verticalité, je décale comme ça mes petits points verts jusqu'à atteindre le moment où ils disparaissent complètement. Allez, on décale. Et donc j'obtiens un champ de vision de environ 92. 92 de champ de vision vertical pour ce G2, donc ça nous donne 100 degrés d'horizontal, 92 de vertical. Pour rappel, un Quest c'est plutôt autour des 90-92 degrés de champ de vision. Pour avoir fait le même test avec, c'était à 92 tout à l'heure. Le Valve Index, on est plus proche des 110. Donc là on se situe pile entre les deux. C'est pas mal compte tenu du fait que ce casque privilégie vraiment la définition. On peut comprendre qu'ils n'aient pas voulu aller beaucoup plus loin pour privilégier la netteté au centre de l'écran. Bon, on est loin d'un Pimax qui seront des champs de vision extrêmement larges, mais c'est tout à fait correct.
Et on enchaîne tout de suite sur l'autre nouveau test que j'ai rajouté. Donc ici c'est un nouveau test de vue dans la distance. Personnellement je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour vraiment aller mesurer la distance à laquelle je n'arrive plus à lire un texte. Par contre jusqu'à présent j'avoue que j'étais sur quelque chose de très ressenti. À partir de quel moment j'avais l'impression que le cercle noir disparaissait ou que j'arrivais plus à lire le E. J'ai voulu aller vers quelque chose de beaucoup plus précis dans ce test là. En tout cas quelque chose qui permettra de vraiment comparer les casques de réalité virtuelle. Donc pour ça je suis désolé, je suis obligé d'expliquer le test, c'est la première fois que je le fais. Pour ceux qui veulent juste avoir les résultats, allez un petit peu plus loin, je vous mettrai les marqueurs dans la description de la vidéo. Mais donc pour ce test-ci, j'ai fait un système, regardez bien, j'ai fait un système où je vais pouvoir comme ça allonger la distance du texte par rapport à moi. Donc là ici je suis à 30 mètres, faites pas de gaffe à l'unité, je les ai pas encore convertis, mais ça fait à peu près 30 mètres de moi. Et à chaque fois je vais avoir une lettre aléatoire qui va apparaître au fond. Cette lettre aléatoire, je vais devoir aller la cocher ici. Par exemple là c'est le F que je voyais au loin et ça va me donner comme ça un score. Ce que je vais faire pour ce test et pour tous les casques, c'est qu'à chaque fois je vais m'éloigner de 5 mètres en 5 mètres, faire toute une série de tests, à peu près 20-30 essais, et à partir du moment où j'arrive vraiment plus à en deviner 1 sur 2 en moyenne, j'arrête le test et je considère que la distance du dessous était la distance correcte. Et ainsi ça va me permettre comme ça de comparer mes différents casques. Et là vous allez voir, ça vaut le coup d'œil, je vous mets tout de suite le comparatif entre un Quest 2, un HP Reverb, un Valve Index et un Rift S, et vous allez voir un petit peu à combien on se situe en termes de netteté. Et donc comme vous pouvez le voir dans cette grille, j'ai réussi à atteindre une moyenne de 60 mètres avec le HP Reverb G2, vraiment une distance assez exceptionnelle où j'ai réussi à avoir la moyenne. Le surplus de définition et le fait qu'il soit un casque natif PC font qu'on arrive vraiment à obtenir une netteté dans la profondeur qui est juste renversante, puisque derrière lui, très loin derrière lui, on a un Oculus Quest 2 et en dessous on descend autour de 40 mètres pour les précédents. La définition du HP Reverb G2 est vraiment très impressionnante, on le verra après en jeu. Allez, avant de poursuivre, je vous propose d'aller tout de suite tester la qualité du micro avec notre ami Zazel. Tiens, salut Zazel. Ah bah je te vois, nickel, salut impeccable. Tu vas bien? Bah écoute, ça va et toi? Impeccable, tiens, j'étais en plein boulot, mais ça roule, ça roule. Dis-moi tout. C'est vrai? Ah moi je suis en plein test du reverb, tu vois, et là je suis justement en train de tester le micro, et il y avait plein de gens qui voulaient savoir ce qu'il donnait en mode multijoueur, donc je me suis dit allez, on va lancer un petit appel Discord et puis on va voir cool. ce que ça donne. Ah, et donc là tu m'appelles avec le micro du HP Reverb. Exactement, les deux petits micros qui sont juste en dessous. C'est plutôt cool, ouais, carrément, et à ma grande surprise, c'est clair, c'est net, donc c'est pas trop ce que j'avais entendu, donc c'est une très très bonne nouvelle. Bah franchement, top. Top. Bon Zazel, je vois que t'es devant un nouveau fond là, c'est quoi là? Ouais, carrément, alors du coup, ouais. Attention, c'est en préparation, on faisait 2-3 tests là de logo pour le Web TV, un projet que tu connais bien, qui démarre d'ailleurs très très prochainement. Un petit projet d'une dizaine de streamers sur lequel on va pouvoir vous offrir du contenu au quotidien, basé sur 3 axes, hein, le contenu professionnel, le divertissement et le jeu vidéo. Donc voilà, et le lancement c'est le 8 décembre, donc ce mardi. Eh ben super, la promo interne, tu vois, c'est magnifique en plein test. C'est clair. Eh ben écoute Zazel, je te laisse poursuivre parce que là je pense que t'as plein de boulot. Donc tout le monde a entendu, hein, rendez-vous le 8 décembre à 21h pour le lancement de cette Web TV. Et bah écoute, de toute façon tu seras là. Ça marche. Et bah écoutez, des bisous pour ceux qui regardent le test. Et puis je te laisse terminer. Allez, bonne soirée. Eh ben ça marche. Ciao, salut. J'ai pas encore fait de test de tracking dans le labo, ça viendra sûrement. En attendant, il y a un très bon test qu'on peut faire, on vient d'Antilbrush ici. On a notre petit pinceau qui va nous permettre de savoir comment est traqué le contrôleur lorsqu'il sort du champ de vision. Tout simplement, en fait, je vais mettre le contrôleur ici, et de là, logiquement, il est plus censé le voir. Alors si, parce qu'il a une petite caméra à droite, et donc d'ici, je vais aller faire des cercles. Allez, on est parti. Je fais des cercles bleus avec le bras droit. On les fait assez rapides. Et maintenant, je vous propose de nous tourner pour regarder ce qu'il a réussi à faire. C'est quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que il s'en sort plutôt bien, en particulier sur les côtés, celui-ci, puisque contrairement à d'autres casques, il a une vraie caméra qui va capter ces mouvements-là. On efface le résultat à droite, je pense qu'on peut le valider. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le rouge, on va aller faire des grands cercles devant nous qui dépassent le champ de vision. Vraiment des extrêmes opposés. On y va, on fait ces grands cercles et on va voir lui, ce qu'il est capable de tracer. Le résultat, alors je recule un petit peu pour voir ça de plus près. Allez, franchement, c'est quand même pas mal aussi. Allez, on va faire le test vert. Le test vert, on va maintenant prendre le contrôleur, on va partir de tout en bas devant moi jusqu'à derrière ma tête. Un peu comme si j'allais chercher une arme alors que je la tenais devant moi. On est parti. Et on va faire donc des mouvements comme ça. Tac, je m'arrête là et maintenant je me recule un peu. Et on a la trajectoire des mouvements. Voilà, franchement, hein,
Y a pas de quoi se plaindre, hein. On voit bien que le contrôleur, il a suivi un beau mouvement jusqu'à derrière la tête. Et allez, dernier test, le test en rose, on va se créer une auréole au-dessus de la tête. Là, logiquement, ça devrait quand même pas mal décrocher puisqu'on n'a pas de caméra sur le dessus. Allez, on teste ça tout de suite. Donc là, le résultat est nettement moins probant. On voit qu'on n'est plus du tout sur des cercles. On voit que ici, on a des décrochages. Hein, quand c'est très faible comme ça, c'est que le contrôleur, il n'a pas su appuyer. Là, par contre, c'est très fort. C'est tout simplement que le contrôleur est resté en place. Donc effectivement, on voit que ce mouvement-là, il a beaucoup plus de mal. Bon, fallait s'y attendre, c'est vraiment la zone morte au-dessus de la tête. Maintenant, ce que je vous propose de faire en dernier test, c'est un test de passage devant le visage tout doucement pour voir à quelle zone ça décroche. On est parti. Et là, vous le voyez, ça décroche complètement, ça a bien décroché pendant un certain temps. Et oui, c'est dès qu'on passe entre les caméras, on le voit bien, ça décroche. Donc les grands traits fins qu'on voit ici et là, c'est toutes les zones où le contrôleur il a eu du mal à être capté. Et donc effectivement, c'est ces zones mortes. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que finalement ces contrôleurs ne sont pas si mal. Alors on verra après qu'en fait, ce qui pose peut-être problème, c'est leur latence et de temps en temps des décrochages intempestifs. Mais dans l'ensemble, ils sont finalement pas si éloignés d'autres contrôleurs. Ils ont comme toutes les technologies de captation des contrôleurs par les caméras des zones mortes, mais malgré tout, je trouve que dans l'ensemble, ils font le taf. Donc c'est pas parfait, mais franchement c'est quand même globalement rassurant. Et si on met ce tracking des contrôleurs en action dans la plupart des jeux, bah finalement il m'a pas tant gêné que ça. Comme vous pouvez le voir, j'arrive tout à fait à tenir une ou deux pistes de Beat Saber en Expert Plus, arriver à faire quelques résultats. Je reconnais quand même ceci dit dans ces pistes que j'ai loupé quelques cubes et que je soupçonne la latence des contrôleurs ou quelques décrochages par moment. Les contrôleurs décrochent, c'est bizarre, c'est comme s'ils se mettaient en légère veille par moment. Peut-être que ça sera corrigé d'un point de vue logiciel ça par la suite parce que ça semble vraiment venir plus de la façon dont résonnent les contrôleurs avec leur mise en veille. Mais si on oublie ces quelques petits décrochages qui m'ont sans doute fait louper quelques cubes par moment, j'arrive quand même malgré tout à tenir assez bien les pistes en Expert Plus. En Expert, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc pour le joueur qui est plutôt occasionnel, ça devrait lui convenir tout à fait. Pour le gars qui va vraiment chercher à taper les records mondiaux, ça peut effectivement, je pense, être insuffisant. D'ailleurs, je le remets, c'est pas forcément le plus beau jeu en réalité virtuelle, mais pour moi, The Thrill of a Fight, ce jeu de boxe, c'est vraiment un excellent testeur de rapidité des contrôleurs. Et là, j'ai pu effectivement me rendre compte du problème de légère latence de ces contrôleurs. Je sais pas si c'est leur connexion Bluetooth qui est trop limitée, mais effectivement, dans ce jeu de boxe, j'avais beaucoup de mal à envoyer ma fameuse droite, qui est pour moi très révélateur de la fluidité du contrôleur. Face à mon adversaire fétiche, je ne suis pas parvenu à le coucher avec le HP Reverb G2, alors que dès que j'y associais des Valve Index contrôleurs, et bien là bizarrement c'était beaucoup plus simple. Alors personnellement, moi j'ai le plus kiffé ce casque là, c'est pas dans les simulations, c'est quand j'ai lancé Half-Life Alyx. Je sais pas comment ils ont fait avec le moteur les développeurs, mais le jeu est vraiment déjà en temps normal super net et super beau, et dans ce casque le rendu est vraiment magnifique. La scène d'introduction est incroyable, on a une perception des profondeurs qui va vraiment très loin. Je rejoins du coup le test de netteté que je faisais tout à l'heure sur la distance de 60 mètres, c'est complètement bluffant, j'avais vraiment l'impression de me tenir au-dessus de la rambarde dans cette séquence, c'était vraiment mortel. Il y a d'ailleurs eu cette séquence dans ce jeu-là où j'ai tenu le journal à deux mains, un petit journal qui traînait dans un petit parc. C'était quasiment aussi lisible, voire aussi lisible que si j'avais tenu un vrai journal entre mes mains. Et ça, c'est la première fois que ça m'avait fait ça en réalité virtuelle, un vrai moment de présence sur une séquence tout à fait anecdotique. Alors pour qui justement, à mon sens, ce casque s'adresse? Ce casque va clairement s'adresser aux amateurs de simulation. La définition est telle qu'on a une superbe profondeur de champ. Donc je pense que dans tout ce qui est simulation aérienne, j'ai testé DCS, j'ai testé Assetto, j'ai testé même Star Wars Squadron. Franchement, c'est oufissime avec cette définition. C'est génial. On a un vrai sens des profondeurs. On a surtout une netteté dans la profondeur de champ qui nous donne une vraie visibilité sur notre trajectoire. Et ça, c'est vraiment top pour ce genre de jeu. Les 90 Hz de toute manière dans ces jeux ils sont tellement gourmands, vous aurez du mal à les atteindre, donc aller chercher de la fluidité supplémentaire, je pense que ça sera quoi qu'il arrive très compliqué. Et puis comme généralement les passionnés de simulation sont déjà équipés avec des volants, avec des joysticks, et ben vous ne serez pas trop embêtés par la petite latence des contrôleurs, la petite imperfection des contrôleurs, vous n'aurez pas ce souci là. Oui, alors je sais, Assetto Corsa, je l'ai testé à la manette, c'est inadmissible, mais mon chien vient de bouffer mon G27, alors un petit peu de compassion s'il vous plaît. Ou ceux qui adorent regarder des vidéos dans leur casque, là on est vraiment sur quelque chose de HD en VR. C'est super agréable avec des sources 4K, ou encore j'ai même testé avec Star Wars Rogue One en 3D, et ça envoyait vraiment du très lourd à l'intérieur de ce casque. En plus je me suis mis dans un petit décor spatial, là c'était super sympa.
Pour les amateurs de jeux de tir, personnellement, la détection des mouvements ne m'a pas plus gêné que ça. En tout cas, pas plus que dans un Oculus Quest ou dans un Oculus Rift S par exemple. Le point intéressant quand même de ce casque dans ces jeux-là, c'est que bien évidemment, comme on a une netteté encore une fois sur la profondeur, eh ben j'ai l'impression que j'arrivais à viser un peu mieux, plus loin. Et ça c'est intéressant quand même. Le casque n'a pas montré de défaut de compatibilité avec tous les jeux que j'ai testés, sauf un, The Walking Dead Saints and Sinners. Bizarrement, celui-ci n'a pas voulu répondre à mes contrôles et il arrêtait pas de sauter, c'était un peu bizarre. Et en parlant d'ailleurs de sautement à l'intérieur du casque, c'est assez bizarre entre les jeux, entre les menus de chargement, des fois à l'intérieur même des jeux, pendant les chargements, le casque se met à sauter dans tous les sens, c'est assez désagréable. J'espère qu'ils corrigeront vite ça parce que ça doit être un problème logiciel. Il n'y a aucun souci quand le jeu est lancé, qu'on est en pleine session de jeu, mais dès que le jeu se lance, sur les quelques secondes qui suivent, on a plein de micro-sauts et c'est super pénible et très désagréable. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le HP G2 normalement tourne sur le système d'exploitation Windows MR. C'est un système d'exploitation propre à tous les casques qui tournent sur la solution de Microsoft. Au final, je trouve que ça fait juste une surcouche supplémentaire parce que la plupart du temps, on va sans doute être dans SteamVR ou même dans Revive. Ça marche aussi, je l'ai testé, ça m'a permis de tester par exemple Robo Recall en réalité virtuelle avec le HP G2. Donc généralement, je pense que vous allez plutôt être dans ces environnements-là que dans l'environnement Windows MR, qui pourtant est assez classe, malgré qu'il n'ait pas des masses évoluées depuis quelques années maintenant, et surtout qui vient rajouter une surcouche qui pour moi n'est pas forcément très utile. Je préférerais qu'ils exploitent un maximum la couche TeamVR et qu'il l'optimise à fond, notamment pour la reprojection que j'avais expliqué tout à l'heure, où là c'est vraiment pénible je trouve d'avoir une mauvaise optimisation de la fluidification quand la carte graphique commence à peiner. Pour configurer le casque, c'est propre à une Windows MR encore, et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire que maintenant on est très habitué à pouvoir configurer notre espace de la pièce directement à l'intérieur du casque en maniant nos contrôleurs. Bon bah là faut revenir un petit peu à l'ancienne, où ça va se passer sur PC, on va prendre son casque en main et on va délimiter la pièce en faisant le contour de la pièce avec son casque qui regarde son écran. Ça, et si on ajoute le fait qu'il faut brancher le casque en filaire sur une prise électrique, forcément c'est nettement moins simple d'utilisation qu'un Quest 2 par exemple, et donc pour l'aspect praticité, c'est pas le meilleur casque. Voilà un week-end passé avec le HP Reverb G2, j'ai pu tester pas mal de jeux, en gros j'y ai passé à peu près 10 heures d'affilée le samedi et environ 8 heures le dimanche à l'intérieur du casque. Donc déjà ça me permet de me prononcer sur son confort, c'est un bon confort, il suffit de bien le régler, par contre il faut bien le serrer. Moi d'ailleurs je trouve que j'ai du mal à le serrer complètement, certains avec des petites têtes auront peut-être tendance à vouloir renforcer ça avec un petit coussin derrière, donc il faudra peut-être le prendre en accessoire. Notons qu'il n'y a pas de molette derrière, alors ça peut être un peu gênant pour le réglage, c'est ce que j'expliquais dans certains jeux, je trouve que le casque il bouge un peu parce que moi personnellement il me serre pas complètement assez la tête, il faudra peut-être rajouter un petit coussin derrière, mais l'avantage de ne pas avoir de molette justement, c'est que je pense pour tous ceux qui vont être dans leur fauteuil de simulation, ce qui a été mon cas à un moment pendant les tests, eh bien au moins on n'a pas la molette qui s'enfonce dans le fauteuil, ça nous donne un petit peu plus de confort à l'arrière de la tête. Et d'un point de vue ergonomique, il y a un truc sympa aussi dans ce casque, c'est ce fameux cache qui est là, sous le nez, et qui va vraiment cacher la lumière. Je ne sais pas si c'est lié à ma morphologie, mais personnellement, je ne voyais quasiment plus aucune lumière sous mon nez, et ça c'est fort agréable pour l'immersion. Bon, après j'ai l'impression que ça casse un petit peu le champ de vision vers le bas, mais honnêtement je trouve que le fait de ne plus avoir de fuite de lumière, c'est plus immersif. Alors il faut savoir que tous les tests de vue, je les fais avec ma paire de lunettes, donc pour ceux qui se posaient la question de est-ce qu'on peut porter des lunettes sous le casque, oui vous pouvez, ça passe plutôt bien, à condition bien sûr que ce ne soit pas des modèles extra larges. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de ce que vaut le tracking du casque dans des milieux obscurs. Ici si on devait positionner une échelle de 0 à 100 la luminosité, eh bien disons qu'en dessous de 20%, le tracking du casque commence à défaillir. À titre de comparaison, jusqu'à 5% ça fonctionne encore très bien chez Oculus, donc c'est vrai qu'Oculus a un temps d'avance là-dessus. Concrètement, comprenez que la simple lumière d'un écran ne suffira pas, il vous faudra sans doute un petit éclairage d'appoint supplémentaire, une pièce avec un fond d'éclairage suffira amplement. L'autre point que je peux dire au bout de longues sessions de jeu, c'est qu'il a l'air de décharger les piles assez vite, puisque j'ai dû remplacer les piles officielles seulement au bout de quelques heures, et même j'ai dû remplacer une nouvelle fois une paire de piles dans un des contrôleurs à la fin du week-end. Donc prévoyez des piles rechargeables à mon avis. Au niveau du son, on est sur de la très bonne qualité. J'ai l'impression qu'on n'a pas exactement le même son que dans le Valve Index, mais ça s'y rapproche très fortement. Mais sur ce critère, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans les casques de réalité virtuelle. Moi, le HP Reverb G2 et le Valve Index, c'est aujourd'hui les deux solutions d'un point de vue audio VR qui sont pour moi les meilleurs. Voilà, et globalement que conclure de ce casque, déjà que la qualité de la définition est juste topissime. Vous l'avez vu, on est quand même un cran nettement au-dessus de tout ce qu'on a pu trouver jusqu'à présent en réalité virtuelle sur PC. Donc ça, faut reconnaître que franchement ça tue, en particulier dans des jeux très beaux comme Half-Life. Là ça envoie du très lourd. Côté tracking, c'était la grosse inquiétude et je vous avoue que moi j'étais pas un grand fan du tracking Windows MR, donc c'est-à-dire de la détection du casque et des contrôleurs.
Ce que j'ai pu constater sur ce point, c'est qu'effectivement, il n'est pas parfait. Par moment, il y a des petits décrochages. Je vous avoue que je me suis fait une frayeur de fou en branchant le casque le premier coup. Je sais pas ce qui s'est passé, il est parti complètement en vrille. Mais après avoir tout reconfiguré, bon 3 fois quand même, j'ai pu obtenir une qualité de détection des contrôleurs et du casque, somme toute dans la moyenne. Alors la petite différence que je pourrais noter, c'est quand même la latence. J'ai l'impression d'avoir des contrôleurs qui ont autant de latence qu'un casque Oculus Quest 2 en Link. Donc c'est un casque et des contrôleurs qui conviendront parfaitement à la plupart de vos usages. Mais si vraiment vous orientez vers de la compétition en gaming, c'est peut-être pas le bon casque qu'il faudra choisir. Ou alors, vous pouvez compléter ça avec des Valve Index contrôleurs. J'ai testé, ça fonctionne, c'est pas si compliqué. Bon, l'inconvénient par contre, c'est qu'il va vous falloir une paire de Valve Index contrôleurs. Enfin bref, tout ça c'est quand même de l'investissement supplémentaire. Moi personnellement, si vous penchez pour un G2, avant de dépenser trop d'argent, je vous recommande déjà de prendre 2 casques, de tester avec ces contrôleurs et de voir si ça vous satisfait. Si ça vous satisfait pas, vous savez toujours, vous avez cette option en plus. Donc si vous voulez vraiment avoir la meilleure expérience visuelle sur PC, vous pouvez y aller. Il coûte quand même assez cher ce casque, hein, entre 500 et 700 euros, ça dépend à quel prix on le trouve. Après moi perso, j'ai quand même beaucoup de mal à justifier l'écart de prix entre un Quest 2 et ce casque-là par rapport à ce qu'il apporte et par rapport à ces nombreux petits défauts qu'on a évoqués tout au long de la vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je devais placer 2 casques dans mes conseils d'achat, je placerais l'Oculus Quest 2 dans le conseil d'achat, meilleur rapport qualité-prix, simplicité, autonomie. Et si vous voulez du haut de gamme, eh ben je vous dirais, allez-y, vous allez claquer un peu plus d'argent si vous ne comptez jouer que sur ordinateur. Et que vous êtes équipé d'une grosse carte graphique pour vraiment bénéficier de ces graphismes. Parce que si vous êtes équipé d'une petite carte graphique, ça tournera peut-être, mais franchement dans la plupart des jeux, vous n'allez pas profiter de l'apport de ce casque-là. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour ce test. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez et que j'ai pas tout répondu. J'ai vraiment essayé de répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées dans les commentaires en amont de la vidéo. Mais si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les reposer et je verrai à y répondre dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, ça vous permettra d'être alerté pour toutes nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.